Il y a dans cette crise une chance, nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde, une raison de vivre ensemble profonde. Salut les internets, j'espère que tu vas bien, je suis content, a priori le président a vu l'épisode 0, il a compris la force du collectif et la nécessité d'avoir une raison de vie commune. Par contre il a pas encore vu l'épisode 1 et c'est dommage, ça lui aurait peut-être évité de dire une grosse connerie. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Personnellement, je suis pas super chaud pour bâtir une nouvelle société sur les mêmes bases profondément arbitraires et injustes des distinctions sociales. Parce que ouais, si on veut des résultats différents, va falloir changer notre façon de penser en amont. Sinon, les mêmes causes auront les mêmes effets. Et pour changer notre façon de penser, va falloir déjà comprendre nos erreurs actuelles. Bienvenue dans Collectif, aujourd'hui on prend une leçon d'humilité et de lucidité grâce au Covid-19 et t'es dans l'épisode 2. Générique. Ok les internets, cette pandémie a l'énorme avantage de nous montrer à quel point nous sommes liés les uns les autres. Et c'est aussi notre chance de comprendre l'impact de nos décisions passées sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Et pour comprendre ça, je te propose qu'on regarde un peu plus en détail le principe de la propagation non contrôlée. Je m'explique. Imaginons que ça, ce soit la population française. Pour que ce soit plus simple pour le moment, j'ai pris 128 personnes. On commence avec une personne infectée le jour 0. Chaque jour, chaque personne malade contamine une nouvelle personne saine. Donc on aura 2 contaminés le jour 1, 4 le deuxième jour, 8 le troisième, 16, 32, 64 et puis 128 le 7e jour. Donc il aura fallu 6 jours pour contaminer la moitié de la population et puis un seul jour pour contaminer le reste. Alors on n'est pas 128 en France, on est un peu plus, on est à peu près 67 millions d'habitants. Ok, continuons alors. Au bout de 8 jours, on est à 256, puis 512, 1024, 32 768 au bout du 15e jour, un peu plus d'1 million au bout de 20 jours, et on dépasse les 67 millions au bout du 26e jour. Et ce qui est fou dans un cas comme celui-là, c'est qu'au bout de 3 semaines, seulement 3% de la population était atteinte. Et une semaine après, 100% l'étaient. Et là, ça devrait te faire réaliser à quel point des actions qui semblent singulières, chaque personne malade ne contamine qu'une seule nouvelle personne par jour, mais synchronisées dans le temps, peut avoir un impact très rapide, très fort et très grand sur toute une population. 3 semaines pour 3% et 100% la semaine d'après. Et aujourd'hui, on le voit clairement quand il s'agit d'un virus. Et ce principe de propagation, il est vrai dans plein d'autres cas. C'est aussi applicable pour la propagation des rumeurs, des fake news, des mensonges, des croyances. Mais ça serait applicable aussi dans des cas beaucoup plus positifs, la bienveillance, la confiance, la solidarité. La seule condition pour ça, c'est la synchronicité. Et c'est pour ça que c'est très important de se mettre d'accord sur ce qu'on cherche à accomplir. Parce que si on fait tous des actions à échelle réduite, mais de manière coordonnée et partagée, les efforts pour chacun sont moindres, mais l'impact collectif est potentiellement énorme et quasi instantané. En d'autres termes, on a le pouvoir de changer les choses à condition qu'on s'organise. Et ça, a priori, les virus l'ont bien compris. Et il existe une véritable intelligence collective chez ces êtres unicellulaires qui possèdent un véritable QI social. Et la base de cette intelligence collective, c'est la bonne communication entre tous les individus. Et je te laisse méditer là-dessus parce que pour l'instant, on retourne à notre histoire de propagation et plus exactement sur l'importance de la contenir. Ok, imaginons que ces 2 cercles représentent la population finale qui sera atteinte par le virus. Il y a globalement 2 cas limites de propagation. On peut avoir tous les gens atteints en très peu de temps ou avoir tous les gens atteints sur une période beaucoup plus longue. La différence entre les deux, c'est le nombre de morts potentiels. Pourquoi ? Parce que ce nombre dépend de cette ligne, la capacité d'accueil de nos établissements de santé. Lorsqu'on dépasse cette ligne, on n'est plus capable de bien accueillir les malades, et donc on augmente la mortalité d'une pandémie. Et donc ça, c'est le principe du confinement. Le but, c'est d'éviter d'avoir trop de gens malades au même moment. Et attention, le but, c'est pas de ne pas attraper le virus. Le but, c'est simplement de ralentir la propagation. Et on va pas éradiquer ce virus. On va devoir apprendre à vivre avec. Et c'est pour ça que c'est important de tirer des vrais enseignements de cette crise. Parce que je te rappelle, la question, c'est pas de savoir s'il y aura une prochaine pandémie. La seule question, c'est de savoir si quand elle viendra, est-ce qu'on sera prêt? Et dans ce qu'on a vu, on peut déjà tirer 3 grands enseignements. D'abord, les conséquences de nos actions sur l'environnement. Déforestation, élevage intensif, consommation de masse. Toutes nos actions multiplient les facteurs de risque de voir des nouveaux virus apparaître et augmentent les vitesses et les chances de propagation. Et c'est pas l'humain contre la nature, c'est l'humain dans la nature. On a un impact sur notre environnement et l'environnement a un impact sur nous. Tout est lié. Et il faudrait peut-être regagner un peu d'humilité sur le sujet. Parce que finalement, on est peut-être aussi une sorte de virus, nous, pour la planète. On utilise les ressources du corps qu'on infecte pour se développer, on se multiplie et on se propage dans tout le corps infecté, on s'attaque aux différentes cellules du corps infecté, on s'attaque aux voies respiratoires du corps infecté, et enfin, la personne infectée développe des symptômes de défense, comme la fièvre ou la création d'anticorps. Tu vois, on n'est pas si loin du Covid finalement. Le deuxième enseignement, c'est l'impact de nos systèmes d'organisation sur nos manières de penser, d'agir et de réagir. Cet enseignement, il est donné par ce schéma, et
notamment cette courbe, la capacité de prendre en charge les personnes malades. Et cette capacité, elle dépend directement des équipements qu'on va posséder, le nombre de lits, le nombre de chambres, le nombre de personnes mobilisées. Et sur ce point, il existe beaucoup de débats concernant la production de masques, la délocalisation, l'anticipation des crises, les moyens dont disposent les hôpitaux. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on se trompe de problème. L'humain a un biais, le biais rétrospectif, qui est le fait de surestimer rétrospectivement le fait que certains événements auraient pu être anticipés moyennant davantage de prévoyance ou de clairvoyance. Comment on fait pour tout prévoir aujourd'hui? Et tu vois bien que c'est pas la solution au problème. En réalité, cette solution, c'est si on pouvait anticiper des événements imprédictibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais c'est pas le cas. Et si on prend des mesures aujourd'hui pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise, eh ben on va viser à côté et on sera jamais prêt pour le prochain événement imprédictible. Et imprédictible, ça veut pas dire improbable, parce qu'en effet, il y avait des chances que ça arrive. Tout comme une catastrophe naturelle pourrait arriver, ou un énorme attentat terroriste, ou tout autre incident, probable, possible, mais quand même imprédictible. Quand, à quelle échelle, de quelle nature, malheureusement, personne ne pouvait le savoir, et il y a des très faibles chances pour qu'on puisse le savoir demain. Alors comment on fait pour être prêt, quel que soit le cas imprédictible qui peut nous arriver? Quel est le problème racine de tout ça? Quel que soit l'axe dans lequel tu le prends, on en arrive toujours à un problème d'argent et de rigidité et de lenteur de l'organisation de notre société. Il faut plus de personnel, mais on ne peut pas payer les salaires. Il faut plus d'équipements, mais on n'a pas les moyens de produire. Il faut de meilleurs outils, mais ça coûte trop cher. Pourtant, on a des gens, on a des usines, on a des machines, on a du talent, on a de la matière première. On a aujourd'hui un grand nombre de solutions déjà sur le marché qui nous permettraient de réagir bien plus efficacement à ce genre de crise. Et les deux seules choses qu'on n'a pas, c'est l'argent, outil qu'on a complètement inventé, et la coopération. Organisation qu'on a complètement délaissée au profit de la compétition et du mérite. Et là, les internets, je vais te demander d'être très attentif parce que c'est très grave. Depuis quelques années, on arrête de progresser et on laisse des gens mourir à cause de concepts inventés et d'organisations mal designées. Et c'est chaud, non ? J'entends souvent dire que sauver la planète coûterait trop cher, ou qu'améliorer notre système de santé ou notre éducation coûterait X milliards d'euros. Mais il y a un truc que je comprends pas. À quel moment de l'histoire on est devenu aussi con, aussi peu lucide sur ce qu'on vit et sur ce qu'on dit? Parce que pour sauver la planète ou gérer une pandémie, il faut des humains, de la matière première et des organisations. Et c'est tout! Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Les humains, on n'en a jamais eu autant. Les matières premières, certaines s'épuisent, mais d'une manière générale, c'est pas ce qui manque, et c'est directement la Terre qui nous les fournit. Et les organisations, il en existe tout un tas de types, et c'est directement notre matière grise qui les fournit. Donc on a les moyens d'agir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a trouvé des excuses pour pas le faire. L'argent, la société, le capitalisme le méritent. Que des choses qu'on a inventées, nous les humains, et qui n'existent nulle part ailleurs. Et tous ces concepts nous empêchent aujourd'hui d'avancer, rendent nos structures rigides et complètement inadaptées aux problématiques actuelles. On a peur du changement, de la remise en question, et on préfère faire de la merde avec des excuses pour se déresponsabiliser. Sérieux les internets! Et j'espère que tu te rends compte à quel point aujourd'hui notre plus grand ennemi, c'est pas la maladie ni le réchauffement climatique. Ça c'est des symptômes. Ils sont graves, mais c'est des symptômes. La maladie, elle est là. Et c'est notre mentalité. Parce qu'en gros, aujourd'hui, dans notre société, on a des problèmes à résoudre et on a des gens qui cherchent des solutions à ces problèmes. Et pour ça, ils vont utiliser leurs connaissances, qu'ils vont chercher dans leur éducation, leur parcours scolaire, leurs rencontres, leurs discussions, les conférences auxquelles ils ont assisté, les livres qu'ils ont lus, Internet et toutes les ressources qui sont disponibles. Bref, grâce au savoir collectif. Et quand ils trouvent des solutions, on pourrait se dire « chouette, le problème est résolu ». Qu'il suffit de partager cette solution produite grâce au savoir collectif, puis l'appliquer quand nécessaire. Mais non, parce que sinon ça serait trop simple. Donc on a inventé des barrières. La propriété intellectuelle et les brevets qui t'interdisent d'utiliser et protègent les découvertes que certains ont fait grâce à des connaissances publiques collectives, et l'argent qui devient le seul moyen d'obtenir une copie de cette solution bien gardée et de récompenser ceux qui le méritent. Encore un concept purement inventé par l'humain. Donc aujourd'hui on a des problèmes, on a des solutions, mais on les applique pas. Et regarde dans ta vie de tous les jours, le nombre de temps que tu perds, le nombre de tâches que tu fais, le nombre de problèmes que t'as encore mais qui ne devraient pas exister parce qu'aujourd'hui on a déjà des solutions, mais que ces solutions coûtent trop cher. Et imagine si ceux qui avaient inventé l'écriture avaient un droit de propriété intellectuelle dessus, ou si à chaque fois que tu utilisais une multiplication ou une addition, fallait payer un abonnement. Ça serait de la merde, non? Et un des meilleurs exemples aujourd'hui, c'est l'action qu'a décidé de prendre Medtronic en levant ses droits à la propriété intellectuelle et en publiant les plans d'un de ses ventilateurs, équipement clé aujourd'hui. L'entreprise n'était pas obligée de le faire et c'est potentiellement un énorme manque à gagner pour elle. Elle a donc fait un sacrifice pour aider les autres. Et quand on arrive à vivre dans une société où c'est un sacrifice de sauver des vies plutôt qu'un concept immatériel qu'est l'argent,
Et ben franchement les internets, je me dis qu'il est grand temps de regagner un petit peu en lucidité, non? Et attention, je dis pas que l'initiative de Medtronic n'était pas bonne, elle était incroyable, mais c'est ça qui est fou. Le fait que ce soit pas la norme, qu'aujourd'hui on ait des solutions mais qu'on ne les applique pas. Parce que d'un côté, on n'a pas l'argent et de l'autre côté, on doit faire le chiffre de l'année, sinon on risque de fermer. Et en attendant, il y a des gens qui crèvent, victimes de notre mauvaise organisation et de notre illogisme commun. Et ça devrait nous inquiéter beaucoup plus que le Covid-19, non? Et là-dessus, les internets, on est aussi en grande partie responsables, chacun d'entre nous. Parce que si l'argent, le mérite, la compétition sont des concepts humains, et ben ces concepts peuvent changer à tout instant. Et en réalité, c'est pas l'argent le problème, l'argent c'est un outil. Le problème c'est notre logique économique, les croyances et les mentalités qui sont derrière. Et si le problème c'est notre mentalité, bah il suffit qu'on change notre manière de penser. Et je te rappelle que ça peut aller très vite. Comme quoi, aujourd'hui, tu sauves des vies en restant chez toi et demain en pensant différemment. Elle est pas belle la vie? Et pour ça, il suffit qu'on se parle, qu'on apprenne, qu'on observe, qu'on écoute, qu'on soit curieux, qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on arrête de croire qu'on sait tout, de se détacher de nos croyances, qu'on arrive à ressentir et comprendre que nos peurs nous amènent à avoir des biais cognitifs, qu'on ne voit qu'un seul fragment incomplet de la réalité et surtout qu'on doit travailler ensemble, arrêter ce conflit et ces distinctions sociales à la con. Putain, quand j'entends ça de la bouche de notre président, ça m'attriste quand même. Pourquoi vouloir tout le temps du conflit et de la compétition? On peut pas juste travailler ensemble, toi et moi, dans le but de résoudre des problèmes et juste d'avoir une vie chouette? On cherche tous la sécurité et le bonheur. Pourquoi inventer la compétition, la distance, la violence, la méfiance? On n'en veut pas les internets, mais c'est taré là, non? Comprendre qu'on se trompe toujours, qu'il existe tout un tas d'autres organisations possibles et que sans l'autre, tu n'es rien, ça c'est l'enseignement numéro 2. Le dernier enseignement, il est aussi donné par ce schéma, mais cette fois-ci c'est l'autre courbe qui va nous intéresser, celle de la propagation. La vitesse de propagation, elle va dépendre directement de notre comportement, des gestes barrières qu'on va mettre en place et du respect des règles et des consignes de sécurité. L'importance de la confiance, de la communication, de la transparence entre nous, entre notre gouvernement et nous, entre les médias et nous, entre les gouvernements entre eux. Ce qui nous met en danger et qui intervient dans cette courbe, c'est par exemple le temps que va mettre un pays à communiquer une situation problématique au reste du monde. C'est la qualité des informations des médias dont la fonction première devrait être d'informer la population. C'est la transparence autour des vaccins, de l'industrie pharmaceutique et des potentiels traitements. C'est la coopération entre pays. Et dans tout ça, je vais peut-être te paraître un peu irrévérencieux, mais on a une énorme part de responsabilité. Parce qu'à la base d'un problème de confiance, il y a l'acceptation du mensonge. Et on va pas se mentir les internets, on vit quand même dans une société qui glorifie et récompense le mensonge. On ment tous les jours, et même plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs tellement ancré dans notre culture qu'on a inventé sans doute une des pires expressions du monde, oser dire la vérité. Oser dire la vérité. Les internets. Mais pour pouvoir dire la vérité, il faut aussi savoir l'accepter. Et là-dessus, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire chacun. Parce qu'accepter la vérité, c'est se débarrasser d'un bon nombre de croyances, c'est accepter le doute, c'est se comprendre soi, c'est comprendre l'autre, c'est devenir humble. Et donc, c'est arrêter de se cacher derrière du divertissement à tout va, derrière les non-dits, derrière les mensonges, envers les autres, envers soi, qu'ils soient prononcés ou faits par omission, derrière les images qui nous rassurent et cette vie parfaite qu'on mène sur les réseaux sociaux, derrière les croyances qui nous divisent. C'est apprendre à dire les choses, à s'exprimer, à s'écouter, à communiquer, à échanger. Et là aussi, on s'exprime tellement peu ou tellement mal, on a développé un ego tellement basé sur la peur qu'on a inventé une autre expression remarquable que je trouve personnellement encore pire qu'oser dire la vérité. On est tellement dans le déni aujourd'hui qu'il faut qu'on apprenne à devenir nous-mêmes. Devenir soi-même, être véritablement ce que nous sommes. C'est pas une folie ça aussi? Parce que si tu cherches à devenir toi-même, alors t'es qui aujourd'hui? On fera un épisode complet sur le mensonge, ce délire commun partagé qui ternit tellement de belles choses dans notre société et dans notre vie. Un putain de gâchis. Apprendre à dire et accepter la vérité et surtout condamner le mensonge pour réapprendre à vivre en confiance les uns avec les autres. Ça, c'est l'enseignement numéro 3. Mais la bonne nouvelle, et pour finir sur un élan positif, c'est que pour accomplir tout ça, on a une seule et unique chose à changer chez nous. Une croyance de base, racine bien profondément ancrée dans chacun d'entre nous et de laquelle découle un bon nombre de logiques actuelles qui, selon moi, sont pas mal erronées. Et pour comprendre tout ça, on va avoir besoin que d'un verre à moitié rempli. Mais ça, on s'en parle dans le prochain épisode.
avec le chat bleu. Et n'oublie pas les internets, au final le but de ces vidéos c'est d'améliorer notre quotidien. Et pour ça va falloir qu'on s'entende sur un but commun et qu'on se synchronise, pour pouvoir profiter pleinement du principe de propagation. Mais avant ça va falloir qu'on s'éveille, qu'on reprenne conscience de soi, de toutes nos actions, de la plus insignifiante à la plus profonde. Et pour ça il suffit de commencer à observer autour de toi et de voir que les concepts qui nous entourent sont des concepts qu'on a créés et qui viennent pas de la magie. Et si on n'en est pas conscient, on sera incapable de le transformer. Et aussi, on est en train de créer des outils pour qu'on commence à collaborer et à échanger. Ça devrait arriver assez rapidement et on aura très vite besoin de ton aide. L'intelligence collective et les internets. Alors en attendant, partage cette vidéo chaque jour avec une nouvelle personne, abonne-toi, regarde autour de toi, observe le monde qui t'entoure et surtout n'oublie pas que le collectif, ça commence par toi. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier.